j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Alison et Marie-Joseph Benitez. C'est encore une de ces affaires de disparition inquiétantes qui défraient très largement la chronique. Là, c'est une mère et sa fille qui disparaissent mystérieusement à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, en juillet 2013, sans donner de signe de vie. Et si crime il y a eu, il a été atroce. Le 14 juillet 2013, un jour férié pour tout le monde, jour de fête et de liesse populaire. Marie-Josée Benitez, née Barbé, âgée de 53 ans, et sa fille Alison, 19 ans, candidate à l'élection prochaine de Miss Roussillon, disparaissent mystérieusement sans laisser de traces ni signe de vie. Leur mari et père, Francisco Benitez, adjudant-chef à la Légion étrangère en garnison à Perpignan, est vite pressenti comme suspect numéro 1. En instance de séparation avec son épouse, fusionnellement attaché à sa fille Alison, il n'alerte cependant la police qu'une semaine après. Et encore, d'un court message froid et sibyllin. Mais 2 semaines plus tard, il est retrouvé décédé dans la caserne où il est en poste, laissant une vidéo où il clame son innocence. En 2016, des fragments d'ossements retrouvés relancent l'enquête, avant que les analyses ne prouvent qu'ils sont d'origine animale. Francisco Benitez avait déjà été entendu en 2004 dans une autre affaire de disparition inquiétante et mystérieuse, à Nîmes, s'agissant là de son ex-maîtresse brésilienne Simone Oliveira Alves. Des témoins qui seront entendus dans le cadre de l'enquête diront que la dernière fois qu'ils ont vu Alison, celle-ci avait rendez-vous avec son père Francisco, surnom Paco, adjudant-chef à la Légion étrangère, à Perpignan. Francisco indiquera aux amis de son épouse et de sa famille qu'elles sont en fait parties toutes les deux en voyage à Toulouse et que leurs portables sont éteints. Par ailleurs, il ne prévient pas la famille de son épouse, ni ne montre d'inquiétude. Néanmoins, après plusieurs jours où ils sont sans nouvelles, ce qui est inhabituel, des amis d'Alison préviennent la police de la disparition de la jeune fille et de sa mère. Francisco, se sentant un peu contraint, fera de même le 22 juillet 2013. Les policiers saisis de cette double disparition mystérieuse ne parviennent pas à retrouver la trace d'Alison et Marie-Josée Benitez, à Toulouse où elles auraient dû se rendre au dire même du père. Ni l'une ni l'autre ne possèdent le permis de conduire et l'examen des caméras de vidéosurveillance de gares de Perpignan et de Toulouse reste infructueux. Quant à un éventuel départ en train ce jour-là, mais aussi la veille et le lendemain, en gare de Perpignan ou un voyage vers Toulouse. Les enquêteurs questionnent davantage Francisco, qui expliquera finalement le départ de son épouse et de sa fille, par des difficultés survenues dans le couple. Les recherches montrent par la suite qu'il n'y a pas d'appel téléphonique sur les téléphones portables, ni de mouvement sur les comptes bancaires des disparus depuis le jour de leur départ supposé. C'est le 2 août 2013, finalement, qu'une information judiciaire pour recherche des causes d'une disparition inquiétante est ouverte au parquet de Perpignan. Des fouilles et battues sont entreprises en vue de les retrouver, mais elles ne donnent rien. Le bruit médiatique fait autour de cette affaire de disparition mystérieuse alerte la famille de Simone Oliveira Alves, une femme d'origine brésilienne, résidant à Nîmes, qui a, elle aussi, mystérieusement disparu en 2004 et qui, curieusement, a également été la compagne de Francisco Benitez, sans savoir qu'il avait déjà eu une autre concubine. La double vie de ce dernier est ainsi mise à jour et la similitude dans les disparitions intrigue fortement les policiers. L'enquête concernant cette seconde affaire, clôturée depuis, est réouverte et jointe à la première. 2 semaines plus tard, Francisco Benitez, par l'intermédiaire d'une vidéo diffusée sur le site internet de Paris Match, lance l'initiative d'un appel à témoins pour retrouver sa fille et sa femme, tout en y clamant son innocence.
Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Pendant 3 semaines, nous suivons des choses très graves, des événements très durs à tenir. C'est pour ça que pour l'instant, on a resté dans ce silence, en attendant que la police fasse son travail. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Nous sommes une famille comme toute autre famille, avec des hauts et des bas. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Aujourd'hui, je suis en incertitude de retrouver ma fille, parce que ça fait déjà 3 semaines qu'elle est partie. Et ma fille jamais aurait fait des choses comme ça, de ne pas donner des nouvelles ni des choses comme ça, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête, et on tient, mais c'est trop dur, il y en a à la limite d'exploser. Nous, on ne fait pas cette vidéo pour choquer les gens, juste pour dire aux gens qu'on est une famille normale, qu'on a un père, qu'on a des mères, qu'on a des enfants. Et c'est pas une histoire de légionnaire ou pas légionnaire, non, c'est une histoire de cœur, d'une famille, c'est tout. Merci encore une fois à tous les amis pour sa mobilisation. J'espère que ma fille sera retrouvée, ainsi que sa maman. Bien sûr, je peux dire que je suis optimiste. Le 5 août 2013, il met fin à ses jours à la caserne de la Légion étrangère de Perpignan, après avoir appelé une autre de ses maîtresses, résidant, elle, à Barcelone, en Espagne. Il lui dit qu'il n'aurait plus supporté la suspicion générale. Francisco Benítez, né à Algeciras le 13 décembre 1963, mais élevé à Ceuta, enclave marocaine dans le sud de l'Espagne, a vécu à Séville dès l'âge de 20 ans. Il y avait fait la connaissance en 1988 de Marie-Josée, une jeune femme célibataire mais déjà mère de 4 enfants, née de pères différents, et qui travaillait alors dans des bars à hôtesses proches du port de Marseille où elle résidait. En 2010, il est passé adjudant-chef, sédentarisé à Perpignan, à la tête du poste d'information de la Légion étrangère. Ce sera son ultime affectation après un parcours militaire brillant et riche en exploits au service de la France. De leur union, née le 24 mai 1994, Alison Solène, la seule et unique fille de Benítez, qui nourrit pour elle un amour démesuré. Mais 4 ans plus tard, taraudé par le démon de midi, le légionnaire fait la connaissance de Simone d'Oliveira Alves, là encore dans un bar d'entraîneuses à Nîmes. Si au début Marie-Josée et Simone ne se doutent de rien, les relations de Francisco Benítez avec sa maîtresse brésilienne se détériorent au bout de 6 ans. À ce moment-là de l'histoire, il y a 2 versions. Je vous expliquerai la deuxième version plus tard dans la vidéo. L'homme d'une jalousie maladive n'hésite pas à se montrer violent avec Simone, qui est brièvement hospitalisée en novembre 2004 pour des raisons qui restent floues. Il s'agirait soit d'une tentative de mettre fin à ses jours, soit d'une fausse couche. Quelques jours plus tard, le 29 novembre 2004, elle disparaîtra sans laisser de traces. Francisco Benítez est brièvement entendu dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante. Il affirme avoir rompu avec sa maîtresse et ne plus avoir eu de nouvelles d'elle depuis. L'enquête initiale n'ira pas plus loin. Malheureusement, et ce sera son terrible péché mignon, Francisco Benítez aime les femmes, toutes les femmes qu'il croise, les jeunes, les plus vieilles, les espagnoles, les sud-américaines et les françaises. Un tombeur andalou. Marie-Josée, qui n'était pas dupe de tout ce ménage à 3, pardonne néanmoins à Benítez, s'incartade et décide malgré tout de l'épouser le 10 novembre 2006.
Mais Francisco ne tient pas parole et multiplie les relations adultères, y compris avec des femmes plus âgées que lui. C'est en examinant les messages reçus par le portable de son père, en 2012, qu'Alison découvre les messages énamourés d'une certaine Dolores, une femme militaire de carrière en poste à Perpignan. Une violente dispute éclate et Francisco Benítez abandonne alors le domicile conjugal. Il ne met cependant pas fin à ses aventures amoureuses. Il se sépare de Dolores et entame une nouvelle relation avec une ancienne amie, une compatriote Maria Teresa, agent de sécurité et de surveillance au consulat français de Barcelone. Il envisage même de refaire sa vie avec elle en Espagne. Mais très peu de temps après, Alison et Marie-Josée disparaissent sans laisser aucune trace. Une enquête est ouverte où Francisco Benítez apparaît comme le suspect numéro 1. Il panique significativement lors de la perquisition détaillée, menée en sa présence dans le logement familial, notamment lors des fouilles au sous-sol. En effet, d'importantes traces de sang sont très vite retrouvées dans le garage et ont manifestement été lavées avec une quantité importante d'eau de javel, diluée dans de l'eau sans cependant avoir pu être effacée totalement. D'après les enquêteurs, il est raisonnable de penser que les deux crimes auraient pu être commis concomitamment au rez-de-chaussée. Des odeurs nauséabondes provenant de cet endroit avaient été décelées par des témoins, dont l'une des maîtresses de Benítez. Christine, une amie de Marie-Josée, se souviendra aussi que cette dernière lui avait montré un jour l'existence d'une trappe permettant d'accéder à une ancienne fosse septique, située sous le vide sanitaire, dans laquelle elle stockait diverses affaires et où Francisco remissait du vin. Depuis, ce vide a curieusement été comblé par du sable. Des prélèvements sont également effectués dans la caserne et permettront de retrouver des traces de sang d'Alison Benítez dans un congélateur et un lave-linge familial. Le congélateur, au moins, a fait de curieux allers-retours entre le domicile et la caserne, où le père est en fait en poste aux alentours immédiats du 14 juillet 2013. Mais sa mort survenue le 5 août 2013, après un ultime coup de fil à sa nouvelle et dernière amie, Dolores à Barcelone, sonne le glas de cette enquête où il apparaissait de plus en plus comme le suspect numéro 1. Il en est de même des recherches sur la cause de la disparition de sa première compagne, à Nîmes, l'action publique étant à jamais éteinte par la mort du principal suspect. Il me semblait important de revenir sur les principaux faits importants de cette affaire. Le 14 juillet, une dispute éclate entre Francisco et sa femme. Serait-il possible qu'Alison ait voulu défendre sa mère et qu'un double drame se soit produit ce jour-là? Et par peur que Francisco ait caché les corps? Au commissariat de Perpignan, les policiers entendent la fille aînée de Marie-Josée, issue d'une première union. Elle est présente aux côtés de Francisco, son beau-père. Elle est très inquiète, mais elle soutient fortement son beau-père. Elle aussi déclarera que la situation est anormale. Pour preuve, elle montre aux policiers le dernier texto qu'elle a reçu de sa mère. Un message envoyé peu après 17 heures, le jour même de la disparition de Marie-Josée et Alison. Pour les policiers, la fuite volontaire est crédible, car Marie-Josée a déjà quitté plusieurs fois le domicile conjugal. Au mois de juillet, un exemple parmi tant d'autres. Elle était partie pendant plusieurs jours, suite à une dispute avec Francisco. Une chose des plus importantes, les amis d'Alison sont très inquiets, car Alison devait réaliser le rêve de sa vie. Donc elle n'avait aucune raison de partir. Elle était dans son rêve de jeune fille de devenir Miss Roussillon, très motivée, très sérieuse, qui rêve de ce concours depuis toujours. Pour Alison, rien d'autre ne comptait. Donc pourquoi laisser ce projet?
qui lui tenait tant à cœur. Le concours devait être le 14 juillet, le jour de sa disparition. Considérée en plus comme la favorite du concours, Allison avait mis toute sa vie entre parenthèses pour se consacrer à cette compétition. Pour être au top pour ce concours, elle a abandonné sa formation en alternance en coiffure, dans un salon au pied de son habitation. Elle reprendra sa formation plus tard, après le concours. À partir des témoignages des amis d'Allison, les enquêteurs retracent heure par heure sa dernière journée. Le matin de sa disparition, Allison a participé à une activité de jet ski dans le cadre du concours Miss Roussillon. Voici les dernières images d'Allison. Quelques heures plus tard, elle disparaissait. Ce jour-là, le photographe du concours a remarqué au déjeuner un comportement différent qu'Allison aurait eu. Elle semblait très préoccupée. Elle semblait également attendre un appel, ne lâchant pas son portable des mains pendant tout le repas. Elle mangera d'ailleurs très peu. Avec qui communiquait-elle? Pourquoi semblait-elle si préoccupée? Les enquêteurs apprendront suite à leur investigation qu'elle communiquait par texto avec son père Francisco. Le repas s'achève et Francisco viendra chercher Allison en voiture. C'est la dernière fois qu'Allison sera vue. Un autre témoignage attirera l'attention des enquêteurs. Quelques jours après la disparition d'Allison, un de ses amis s'est rendu à son domicile pour avoir des nouvelles. Il sonne à la porte. Francisco lui répondra du balcon, en lui expliquant que Allison est partie avec sa mère à Toulouse et qu'elles vont bien. Mais son ami n'est pas convaincu, car Allison était tout le temps sur les réseaux sociaux et envoyait régulièrement des messages et des nouvelles. Les policiers commenceront à avoir des doutes sur une disparition volontaire. Pour eux, c'est sans doute le début d'une affaire criminelle. Pour faire avancer l'enquête, les policiers vont alerter la presse locale. Dans les jours qui suivent, les médias nationaux vont s'emparer de l'affaire. Les policiers espèrent avoir des témoignages éventuels. Dès le lendemain, un avis de recherche est diffusé en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Le 31 juillet 2013, le frère de Marie-Josée apprend la disparition de sa sœur et de sa nièce en même temps que la France entière. Une des toutes premières choses que le frère de Marie-Josée fera est d'appeler son beau-frère Francisco pour savoir ce qu'il s'est passé. Une chose particulièrement troublante, malgré qu'on ne sait pas comment on peut réagir. Contrairement à beaucoup de parents ou de proches de personnes disparues, Francisco ne recherche pas sa fille ni sa femme et il reste cloîtré chez lui. Est-ce le fait de son métier de légionnaire ? Ne pas montrer ses émotions et de rester fort dans toutes circonstances? Beaucoup de témoignages ont afflué au commissariat. Tout le monde a aperçu Allison et sa mère dans différentes villes. Malgré tous ces témoignages, aucune piste sérieuse n'a abouti. Pour les enquêteurs, l'enquête de voisinage est compliquée. C'est la période des vacances. Personne n'est là. Dans l'immeuble où habitent Allison et sa mère, personne n'a rien vu, rien entendu. Les policiers poursuivent leurs recherches dans la rue. Ils interrogent quelques voisins, mais rien. Aucune trace d'Allison et de Marie-Josée sur les images des caméras de vidéosurveillance de la ville. Une question se pose, sont-elles vraiment sorties de cet appartement? L'enquête est par la suite confiée au CRPJ de Montpellier. Pour eux, il faut interroger Francisco, la dernière personne à avoir vu sa famille. Il est convoqué le 1er août pour une audition après 18 jours de disparition. Il confirmera que les relations avec sa femme sont fortement dégradées. Il faisait chambre à part depuis plusieurs mois.
Il utilisait parfois un appartement de fonction qu'il avait dans les locaux de la caserne de la Légion étrangère. Il se confiera aux enquêteurs qu'ils avaient décidé de rester ensemble pour ne pas perturber Alison encore pendant quelques mois, et par la suite, ils décideront de divorcer. Il maintient que sa femme et sa fille vont bien, et elles sont bien parties volontairement à Toulouse. Marie-Josée serait partie avec Alison pour le faire souffrir, en lui enlevant sa fille adorée. Il faut savoir que Alison et Marie-Josée s'entendaient très bien. Elles avaient une relation très fusionnelle. Elles passaient la majorité de leur temps ensemble. Elles ne se quittaient pas. Elles s'appelaient quand elles n'étaient pas ensemble. Mais Alison était aussi extrêmement proche de son père Francisco. À ce stade, aucun élément matériel ne remet en cause la version de Francisco Benítez. Donc, la réponse se trouverait-elle au domicile familial ? Les policiers se rendront sur place dans l'après-midi du 1er août pour faire une perquisition. Aucune trace de lutte, l'appartement est impeccable. Ils découvriront 2 passeports, celui d'Alison et de Marie-Josée. Des techniciens en identification criminelle seront appelés en renfort. Des traces de sang vont être découvertes dans l'appartement et une trace de pas ensanglanté dans le garage, à 1,50 m environ de la porte du garage. Des prélèvements seront analysés. Les enquêteurs retracent le parcours de Francisco Benítez. Il est très apprécié dans son travail et de ses supérieurs. Il a reçu beaucoup de décorations, des ordres de mission de bonne qualité. C'est lui qui dirige le centre de recrutement de la Légion à Perpignan. C'est une personne importante à Perpignan. C'est un militaire aux états de service exemplaires. Il est décrit comme un homme intègre, bon père de famille, un papa gâteau qui aime sa fille plus que tout. Très respectueux, avec une humeur égale. Un homme charmant. C'est un papa très fier de sa fille. Personne ne soupçonne Francisco d'être à l'origine de la disparition de sa fille et de sa femme. Même pour son beau-frère, il est innocent. Le frère de Marie-Josée arrive à Perpignan pour soutenir son beau-frère. Pour éviter les journalistes, ils quittent ensemble Perpignan. Il pleurait, il prononçait pas une phrase sans bégayer. Il tremblait, il s'arrêtait à n'importe quel endroit en plein centre-ville. J'ai failli même prendre le volant. J'avais pas très confiance. Ce qui lui a fait plus de mal, c'est qu'Alison, avant de partir, ne lui a pas dit au revoir, sachant qu'elle était très très proche de son père. Il quitte Francisco en début de soirée, bouleversé par la détresse de son beau-frère. Il ne se doute pas un seul instant de sa sincérité. Et il ne se doute encore moins du drame qui va se produire dans la nuit. Qu'il était à bout d'ailleurs, ça il le disait clairement, et qu'il allait faire une bêtise. Mais on ne pensait pas au... Il a craqué, quoi. Il est vraiment dans le désespoir. La France entière est sous le choc, et notamment son beau-frère. Pour Éric, le décès de son beau-frère est un acte fou d'un père désespéré, qui a craqué et qui était dans un profond désespoir. Sur le coup de l'émotion, il lance un appel désespéré dans les médias. Donc, où que tu sois, appelle-moi. Je suis à Perpignan, on est dans l'attente. On l'attend. Les policiers s'interrogent sur les raisons du geste de Francisco, d'autant plus que le légionnaire a préparé son départ avec minutie. Voici ces derniers instants. Je vous les écris, car malheureusement YouTube risquerait de bloquer cette vidéo. Cela épaissit encore plus le mystère sur la disparition d'Alison et de Marie-Josée.
Le 5 août 2013, le jour du décès de Francisco, c'est à Nîmes que les policiers recueilleront un nouveau témoignage. Des années auparavant, à Nîmes, Francisco avait une maîtresse qui se prénommait Simone Alves. Elle aussi a également disparu dans des conditions similaires. Quand les proches de Simone découvrent la vidéo de Francisco, ils font le rapprochement avec la disparition de Simone. Le 29 novembre 2004, Simone, une jeune Brésilienne de 28 ans, disparaît, sans laisser de traces, abandonnant ses 4 enfants. Le départ de Simone étant improbable, une jeune femme entourée de sa famille et de ses enfants, et dont sa personnalité ne colle pas. Tous ses proches diront qu'elle n'aurait jamais pu abandonner ses 4 enfants. Un détail attire l'attention des enquêteurs. Le profil de Simone ressemble étrangement à celui de Marie-Josée. Je m'explique. Il rencontre les 2 femmes de la même manière. Marie-Josée, quand elle rencontre Francisco, est serveuse dans un bar et a déjà plusieurs enfants, 4 enfants à charge. Simone est serveuse dans un bar également et a également 4 enfants. Quand Simone fait la rencontre de Francisco, nous sommes au début des années 2000. À cette époque, le légionnaire est en poste dans la caserne de Nîmes et s'est installé avec Marie-Josée et Alison dans le village de Saint-Gilles, à quelques kilomètres. Pendant 4 ans, sa vie est partagée entre Simone et Marie-Josée. Cette relation durera des années, entre Francisco et Simone. Il ne se cachera jamais de cette relation et de cette double vie. Il ira même au repas de famille. Par contre, ni Marie-Josée ni Simone ne sont au courant de cette double vie. Au début de novembre 2004, tout bascule pour les 2 femmes à l'occasion d'un banal coup de fil. Alors que Marie-Josée essaie d'avoir son mari au téléphone, c'est Simone qui y répond. Du coup, sous le choc, elles chercheront à savoir qui est l'autre, et toutes les 2 se présentent comme la compagne officielle de Francisco. Cela ne se passe pas très bien, forcément, vous allez me dire. Finalement, les 2 femmes vont tenter de se rencontrer quelques jours avant la disparition de Simone. Anéantie de découvrir que Francisco mène une double vie, Simone tente de mettre fin à ses jours. Elle sera hospitalisée. C'est là, en début de vidéo, que je vous ai dit qu'il y a 2 versions. Soit elle a tenté de mettre fin à ses jours, soit elle est allée à l'hôpital car elle a fait une fausse couche. Le 29 novembre 2004, Simone sort de l'hôpital, puis elle disparaît mystérieusement. On la reverra jamais. Dans un premier temps, ses proches vont s'inquiéter. Ils vont essayer de la rechercher, mais en vain. La police va considérer la disparition de Simone comme une disparition volontaire. Mais pour les proches de Simone, la thèse du départ volontaire est invraisemblable. Pourquoi serait-elle partie sans ses enfants, et sans passeport, et sans moyen de paiement? Autant de questions inquiétantes, mais pourtant, à l'époque, cela ne changera pas le cours de l'investigation. Malgré les doutes des proches de Simone, Francisco sera entendu par les enquêteurs en simple témoin. Il n'est pas inquiété par les policiers. Il expliquera qu'il a bien entretenu une relation avec elle, qu'il aurait reçu à ses dires un SMS de rupture, qui rappelle étrangement le SMS envoyé par Marie-Josée pour prévenir de son départ. Trop de similitudes dans ces 2 affaires pour qu'il s'agisse d'un simple hasard. Francisco Benítez est encore une fois la dernière personne à avoir vu Simone et Marie-Josée et Alison en vie. C'est en Espagne que les enquêteurs vont retrouver une ancienne maîtresse de Francisco, grâce à la géolocalisation de son téléphone portable. Les policiers découvrent que cette femme était à Perpignan, au domicile de Francisco, le 19 juillet 2013, soit 4 jours seulement après la disparition d'Alison et de sa mère. Elle y passera une nuit. Cette femme s'appelle Maria Teresa. Elle a 39 ans. Elle est mariée
est mère de famille et habite à côté de Barcelone, à 1 heure de Perpignan. Une question très importante se pose. Pourquoi Francisco prend le risque d'inviter sa maîtresse chez lui alors que sa femme et sa fille peuvent revenir à tout instant, sachant que pour lui, et à ses dires, elles sont parties à Toulouse. Devant les policiers, elle racontera les quelques jours qu'elle a passés avec Francisco. Elle livrera un témoignage qui laisse à penser que Francisco n'était pas si inquiet que ça. Il lui avait confié qu'elle devait rentrer le lundi. Elle livrera un autre détail très troublant. Quand elle arrive à l'appartement de Francisco, elle est surprise par une odeur tenace, dérangeante. Quand elle ouvre la fenêtre des toilettes, elle sent une odeur qui la prend à la gorge. Elle en parle immédiatement à Francisco. Il lui répond « Ne t'inquiète pas, ce sont les poubelles des voisins. C'est toujours comme ça, en plein été. » Quelle est donc cette odeur dont parle Maria Teresa? S'agit-il bien des poubelles, comme le précise Francisco, ou malheureusement quelque chose de plus macabre? Le jour de la disparition, le 14 juillet 2013, le téléphone d'Alison est localisé au domicile familial aux alentours de 18h10, soit 1 heure après le départ supposé des 2 disparus. Autre détail encore plus troublant, le téléphone de Marie-Josée est géolocalisé le 15 juillet 2013, soit le lendemain matin de sa disparition au niveau de la caserne de la Légion. Les déclarations de Francisco ne collent pas avec les analyses de la téléphonie. Un des légionnaires dira aux enquêteurs que le lendemain de la disparition d'Alison et de Marie-Josée, il a croisé Francisco à la caserne avec des draps couverts de sang. Intrigué, il aurait demandé à Francisco une explication. Ce dernier lui aurait révélé que son congélateur était tombé en panne et que son garage aurait été inondé par du sang de gibier décongelé. Il aurait alors épongé le sang avec des vieux draps de la caserne. Des draps qu'il est venu laver ce jour-là à la caserne. En continuant les investigations, ils vont découvrir que Francisco se serait débarrassé de son congélateur. Il l'a transporté à la caserne avec l'aide d'un autre de ses collègues. Ce dernier remarquera qu'il y a des traces de sang sur tout le congélateur. Il en parle à Francisco, qui donnera à nouveau la même explication. À la caserne, il aura soigneusement lavé son congélateur avant de le rebrancher et de le mettre à la disposition de ses camarades à la caserne. Les policiers saisiront le congélateur et le lave-linge. Ils réalisent des prélèvements qui sont envoyés pour analyse au laboratoire de Marseille. Les résultats d'analyse tombent. De l'ADN d'Alison sera retrouvé sur le ventilateur du congélateur, ainsi que sur des joints de la machine à laver. Autre titre, ce soir, ce rebondissement dans l'affaire des disparus de Perpignan. Des traces de l'ADN d'Alison, 19 ans, ont été identifiées dans le congélateur familial. Des traces ont également été retrouvées dans un lave-linge de la caserne de son père. Cette découverte donne un peu plus de corps à la piste criminelle. Les proches des 2 disparus sont sous le choc. Pour les enquêteurs, Alison est décédée. Mais pourquoi Francisco aurait-il tué sa fille, qu'il aimait par-dessus tout? Le scénario envisagé est celui du drame familial. Alison aurait-elle appris la double vie de son père? Cette découverte l'aurait forcément bouleversée, et elle en aurait fait part à sa mère. Francisco aurait-il préféré faire disparaître sa famille au lieu d'être abandonné et perdre la face devant ses proches et ses collègues? La question se pose. Une question se pose. Les analyses faites dans l'appartement n'ont rien donné. Les experts sont incapables de déterminer s'il s'agit de sang humain. Comment l'expliquer? Pour les enquêteurs, Francisco aurait nettoyé la scène à l'aide de produits détergents. Ce type de produit peut détériorer l'ADN et ainsi fausser les analyses. Les relevés de ses comptes vont montrer qu'il avait acheté un important stock de détergents, 8 litres pour être exact,
En poursuivant l'analyse de ses relevés bancaires, il aurait fait d'autres achats suspects. Il a acheté de la corde et des bâches blindées. Les enquêteurs vont analyser le GPS. Ils vont découvrir que Francisco, au cours des 2 semaines qui ont précédé la disparition de sa famille, a beaucoup roulé, plus de 5000 kilomètres. Ils vont s'orienter à Port-le-Cat, où Francisco aurait passé beaucoup de temps. Exactement sur une station d'épuration à une 30aine de kilomètres au nord de Perpignan. C'est un lieu un peu particulier, pas facile d'accès. À plusieurs reprises, Francisco s'y est rendu la nuit. Aurait-il caché les corps à cet endroit? Malgré plusieurs recherches, plusieurs investigations à cet endroit, Alison et Marie-Josée sont toujours portées disparues. C'est la fin de cette tragique affaire. Je ne vous cache pas que je ne sais quoi en penser. Je souhaite beaucoup de courage à la famille d'Alison et de Marie-Josée, et j'espère qu'un jour la vérité sera découverte. J'ai regardé un reportage où j'ai découvert ce message troublant, envoyé à l'excellent journaliste Carl Zéro. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.